Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, l'opposition béninoise dénonce une confiscation du scrutin présidentiel après la publication de la liste provisoire des candidats retenus par la commission électorale. Les dossiers incomplets ont rencontré notamment le problème du nombre des parrainages. L'entrée en bourse de l'établissement de microfinance La Régionale au Cameroun. Après 28 ans d'existence, la structure souhaite devenir une banque universelle et porter son capital à plus de 15 milliards de francs CFA. Et 1000 emplois créés par l'unité industrielle Steel Cube au Togo. L'usine de production de fer à béton double ainsi ses objectifs. L'unité avait été construite dans le cadre du plan national de développement. Mais tout d'abord, à Maurice, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de Port-Louis. Une manifestation pour dénoncer la politique du gouvernement du Premier ministre Pravin Jugnot, notamment la gestion des crises récentes, mais également les différents scandales de corruption qui ont émaillé le pouvoir. Les partis de l'opposition et plusieurs plateformes de la société civile étaient présents à cette marche en un an. Il s'agit de la deuxième manifestation de cette importance à l'île Maurice. Le nouveau système de parrainage au Bénin avait provoqué une levée de boucliers dès sa mise en place. Après la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle, l'opposition dénonce à nouveau ce système qui confisque selon elle le processus électoral. Rekia Madougou, candidate du Parti des démocrates, évoque un scrutin verrouillé par le pouvoir. Reportage de notre correspondant Lefti Ouno. Au Bénin, l'opposition dénonce des manœuvres pour l'exclure du processus électoral, comme tant pour la présidentielle du 11 avril 2021. Au thème de l'examen des dossiers de candidature, 17 candidats ont été provisoirement recalés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Des rejets sans surprise selon l'opposition, notamment le Parti Les Démocrates et sa candidate Rekia Madougou, qui soutiennent que la disposition du parrainage des candidats issus de la Constitution révisée en novembre 2019 et du nouveau code électoral a permis au pouvoir en place détenteur de 153 fiches de parrainage sur 159 de choisir ses propres adversaires à parrainer afin d'exclure les véritables duos candidats de l'opposition qui s'étaient enregistrés à la Sénat du 1er au 4 février 2021. Je vous assure que nous avons étudié toutes les lois que ces députés ont votées nuitamment, sans aucune concertation avec la classe politique. Et nous nous sommes rendus compte que la question du parrainage qui nous oppose aujourd'hui est en réalité, dans sa forme actuelle, antidémocratique et inapplicable. Le Parti Les Démocrates, ne voulant pas rester en marge de la présidentielle du 11 avril 2021, a proposé le duo Rekia Madougou-Patrick Djivo. Cependant, les tractations pour le parrainage de ce duo n'ont pas abouti. Pour ceux qui s'adonnent à la mythomanie en disant que les démocrates ou bien la candidate Rekia Madougou et son colistier Patrick Djivo n'ont pas demandé des parrainages, j'ai des échanges sur mon téléphone. J'ai des échanges et j'ai les noms. Et je leur dis, ce n'est même pas la peine qu'ils cherchent à me kidnapper mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des constats d'huissier, j'ai mis sous scellé. A noter que selon le nouveau code électoral, en son article 41, en cas d'insuffisance constatée, la Sénat le notifie au candidat ou au parti politique concerné et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. En cas de rejet, selon l'article 43 du code électoral, la décision de rejet est notifiée au concerné et peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction compétente dans un délai de 48 heures. En Centrafrique, le second tour des élections législatives est prévu le 14 mars prochain. La date a été fixée par décret présidentiel ce vendredi. La campagne électorale débutera le 6 mars. Les électeurs des circonscriptions où le vote n'avait pas pu se tenir ou avait été invalidé voteront eux pour le premier tour. Pour rappel, les résultats avaient été annulés par la Cour constitutionnelle dans 13 circonscriptions. Au total, 118 sièges restent à pourvoir. Au Cameroun, l'établissement de microfinance La Régionale a lancé son introduction aux bourses, une opération pilotée par l'entreprise boursière Financia Capital sur le marché de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. La Régionale entend devenir ainsi une banque universelle. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Dans l'objectif de devenir une banque universelle, La Régionale
un établissement de microfinance fondé en 1993 au Cameroun, a annoncé son introduction en bourse, notamment sur le marché de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. C'est l'entreprise boursière Financia Capital qui est chargée de piloter cette opération, une offre publique de vente d'actions en vue d'une augmentation du capital à 15 milliards de francs CFA. L'une des raisons pour laquelle nous avons proposé cette entreprise au public, je le disais, c'est parce qu'elle est parfaitement éligible en termes de transparence, puisqu'elle est déjà aujourd'hui dans un secteur qui est parfaitement réglementé, et c'est une institution financière. La performance, elle est aujourd'hui à sa 16e année de croissance continue, c'est-à-dire qu'en termes de management et de gouvernance, nous sommes parfaitement confortables sur la qualité du papier que nous proposons aujourd'hui au grand public. 196 000 actions mises en vente à 42 000 francs CFA l'action, avec un minimum de souscription fixé à 5 actions. À travers une plateforme numérique dédiée, les investisseurs pourront acheter des actions en ligne. Seulement, quel est le profil requis pour devenir actionnaire de cette banque en devenir ? Tout le monde peut souscrire aux actions de la régionale, mais nous avons une préférence, on va dire, pour le grand public. Nous souhaitons que les petits agents économiques, je vais les appeler comme ça, que les commerçants, que les gens depuis chez eux, les salariés des entreprises, puissent souscrire à cette opération. Donc notre principal objectif est vraiment de viser l'élargissement de la base des souscripteurs. La période de souscription aux actions de la régionale va du 9 au 26 février 2021 inclus. La microfinance affiche une solidité financière sur ces 10 dernières années. À la fin de l'exercice 2020, elle présente des fonds propres nets d'environ 10 milliards de francs CFA et un résultat d'1,5 milliard de francs CFA, malgré la pandémie de Covid-19. Le Maroc est l'un des pays au monde où le taux de femmes ingénieurs est le plus élevé. C'est ce que révèle un rapport de l'UNESCO intitulé « La course contre la montre pour un développement plus intelligent ». Ce taux est de 42,2% au Maroc. Il est même de 44,2% en Tunisie et de 48,5% en Algérie. La parité sur les postes de chercheurs ne cesse de progresser en Afrique du Nord. À titre de comparaison, le taux moyen au niveau mondial n'est que de 28%. Au Togo, la création d'emplois par l'usine de production de fer à béton Steelcube, l'unité industrielle lancée il y a 2 ans par le gouvernement dans la ville de Kara, devrait bientôt atteindre la barre des 1000 emplois créés. C'est 2 fois plus que les objectifs fixés au départ de ce projet. Joël Maribalo. Plus de 1000 emplois directs seront créés grâce à l'usine de production du fer à béton Steelcube Togo. Implantée à l'entrée sud de la ville de Kara, cette entreprise valorise la ferraille recyclée à l'aide d'une chaîne complète de transformation. Grâce à cette initiative du président Faure Gnassingbé, plus de 1000 foyers vont pouvoir rehausser leur niveau de vie avec l'accès à un travail stable. Cette unité industrielle correspond à la stratégie contenue dans le plan national de développement qui privilégie la transformation et l'industrialisation. L'implantation de Steelcube Togo en zone franche est une concrétisation de notre grande vision partagée. Au Togo, le secteur de l'électronique a toujours connu des limites à cause du manque d'infrastructures et de personnel adéquat. Grâce à l'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée, les entreprises locales évoluant dans l'exploitation du fer n'auront plus de difficultés dans la transformation et l'exportation des métaux. À ce jour, cette usine de production tourne à base de 40 000 tonnes de matières premières par an. Le Togo profite donc de ce nouveau profil pour augmenter sa capacité d'emploi à travers ce projet. Ce projet est un projet industrialisant, c'est-à-dire qu'il va créer tout autour des sous-traitances et ces sous-traitances devront aussi être capables de répondre à la demande en qualité et en quantité de services adéquats. D'où un nouveau type de marché, d'où un nouveau type de profil de compétences et un nouveau type d'emploi.
À son ouverture, il y a bientôt 2 ans, la société Steel Cube Togo avait pour vision de créer 400 emplois directs et 800 emplois indirects. Aujourd'hui, en ligne droite avec la vision des autorités togolaises, elle compte donc doubler le chiffre d'emplois directs qu'elle avait dans son viseur. Soulignons que la mise en œuvre de cette usine a mobilisé un investissement en capitaux indiens évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de lancer un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan. Projet d'un coût de 200 millions de dollars. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable. Initiative qui entre dans le cadre de la stratégie Eau pour tous lancée en 2017. Lorita Simbo. Afin d'atteindre les 100% de taux d'accès à l'eau potable d'ici 2030, le gouvernement ivoirien a lancé un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan. D'un montant de près de 200 millions de dollars, il vise à augmenter la desserte en eau potable de la ville la plus peuplée du pays. La mise en place d'un projet de fourniture d'eau potable à la ville d'Abidjan, ça va permettre de fournir en eau potable la ville et sera un impact sur la santé publique des populations. Avec la mise en place et l'accès à l'eau potable, cela va permettre à des populations d'avoir un accès à une eau qui soit filtrée et donc avec un impact sur la santé publique et sur la réduction des maladies. Donc il y aura une corrélation positive entre la fourniture en eau potable et la réduction des maladies, notamment des maladies infectieuses et comme le choléra et autres types de maladies. Bon, pour ma part, je pense que c'est une chose bénéfique pour la Côte d'Ivoire. D'après Laurent Tchagba, ministre ivoirien de l'hydraulique, ce projet permettra d'améliorer en quantité et en qualité l'accès à l'eau potable de près d'1,5 million d'habitants de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, les autorités prévoient d'ajouter à la capacité de production actuelle de la ville, estimée à 640 000 m3 par jour, une production additionnelle en eau potable de 150 000 m3 par jour. Je pense que pour fournir en eau potable les autres villes, notamment auprès d'Abidjan, il faudra mettre en place de nouveaux projets ou faire des appels à sollicitation de projets ou des appels à fonds afin d'avoir un fonds nécessaire pour vraiment alimenter les autres villes, car il ne suffit pas simplement de développer Abidjan et de leur fournir en eau. Il faut aussi voir les autres grandes villes comme Bouaké et autres villes de la Côte d'Ivoire afin de leur fournir en eau pour qu'il y ait un équilibre dans la fourniture des services publics. Notons que cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Eau pour tous, lancée en 2017 par le gouvernement ivoirien pour atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% sur toute l'étendue du territoire national. D'après les autorités du pays, la demande en eau potable de la ville d'Abidjan devrait atteindre 860 000 m3 par jour à l'horizon 2025 et grimper à 1,1 million de m3 par jour en 2030. Le président congolais Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a notamment été question des tournois interscolaires de football pour lesquels la République démocratique du Congo a été choisie comme pays pilote. Corinne Comse. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays pilote pour l'implémentation des tournois interscolaires, projet phare que la Fédération internationale de football Association FIFA entend vulgariser sur le continent avec le concours de l'Union africaine. Quelques jours après son investiture à la tête de l'institution panafricaine, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une première réunion de contact virtuel avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Alors, voir la FIFA s'impliquer dans l'organisation de ce sport du football et les notions du fair play déjà dans les écoles primaires et les lycées, c'est une très bonne chose car cela permettra un tant soit peu de développer ce qui se faisait déjà à l'intérieur de ces pays-là. Et avec l'implication de la FIFA, on suppose qu'il y aura beaucoup plus de moyens, il y aura beaucoup plus d'organisation technique et même administrative sur le terrain. Donc forcément, il y aura un plus pour ce qui est de l'organisation du sport à l'école primaire et au lycée. L'objectif poursuivi à travers les tournois interscolaires est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. L'instance mondiale du football promet dans ce sens l'augmentation de l'enveloppe des projets à 120 millions de dollars pour réussir le dit projet. Pour les experts, sa réussite dépend aussi des enjeux liés au management. Que le ministère des Sports et des Loisirs, si toutefois c'est le ministère qui doit piloter ce projet, ou bien si c'est les fédérations qui doivent
piloter ces projets, il faut qu'ils travaillent en parfaite intelligence avec d'abord les établissements secondaires, les directions des sports des différentes régions et même les différentes entités, que ce soit le ministère des enseignements secondaires, le ministère des enseignements primaires. Il faut que toutes les différentes parties puissent travailler en parfaite harmonie pour qu'effectivement l'organisation soit beaucoup plus simplifiée et que tout le monde se sente impliqué afin que, in fine, au bout du compte, les enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette organisation du sport régie par la FIFA. Plusieurs autres perspectives ont été évoquées en matière d'infrastructure et la collaboration institutionnelle entre la FIFA et l'Afrique. Gianni Infantino, qui prépare une visite à Kinshasa, a également évoqué au cours de cet échange avec le président Tshisekedi la possibilité d'augmenter le quota de participation du continent africain à la Coupe du Monde, quota jusqu'ici fixé à 5 équipes sur les 32 sélections en compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.